on a vu que, naturellement, l'État est indispensable, les partenaires au développement sont très utiles, mais que le secteur privé, naturellement, a un rôle éminent à jouer dans le développement de l'Afrique. Nous avons, pour traiter ce sujet, quatre très grands spécialistes. Mohamed Habib Han est lui-même un homme d'affaires du secteur privé qui couvre en Guinée un certain nombre de secteurs tournés vers l'intérieur ou les échanges extérieurs. Il est également président du Conseil national du patronat guinéen. Et donc, il est particulièrement qualifié pour nous faire entendre un point de vue africain. Jean-Michel Severino pourrait être dans toutes les tables rondes, parce que Jean-Michel a déjà eu 7 vies, du côté de l'État, bien sûr, du côté de l'Agence française de développement, et aujourd'hui, il préside un fonds d'investissement en Afrique, investisseurs et partenaires. Donc, on voit qu'il y a la dimension partenariale qui est très, très important, et il est également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui expriment sa foi dans l'esprit d'entreprendre des Africains. Nicolas Normand a été ambassadeur dans un certain nombre de pays, et il était au Mali, au Congo et au Sénégal, et il est également l'auteur d'un livre qui fait autorité sur l'Afrique et qui couvre à la fois les aspects, je dirais, géographiques, politiques, économiques, stratégiques, sécuritaires. Nous avons enfin Étienne Giros. Étienne Giros est le président délégué du CIAN, qui regroupe les entreprises françaises qui sont actives en Afrique. Et c'est donc quelqu'un qui connaît lui-même très bien le terrain africain. Il est également président des groupements patronaux européens qui travaillent en Afrique. Donc, on a pu constater, que ce soit ce matin ou dans la première session de cet après-midi, que le développement de l'Afrique repose très largement sur le secteur privé, pour une série de raisons, qui sont des raisons financières, qui sont des raisons d'agilité dans les projets, de raisons également de liens qui peuvent être noués avec des partenaires étrangers. Alors, je vais commencer par Jean-Michel. Jean-Michel, donc, comme je le disais, tu as publié il y a quelques années un ou des ouvrages sur l'entrepreneur africain, sur l'esprit d'entreprendre. Tu as une expérience personnelle d'investisseur dans un assez grand nombre d'entreprises africaines. Comment aujourd'hui vois-tu la situation du secteur privé en Afrique, ses forces, ses faiblesses, à travers ton expérience, notamment d'investisseur au quotidien des activités? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Serge, pour m'avoir réinvité à cette nouvelle saison des Bonnes Nouvelles d'Afrique. C'est toujours à la fois passionnant et amical de se retrouver dans ce contexte pour pouvoir débattre. Et dans cette table ronde, je crois que mon rôle va être plutôt de partir de la base. Et en fait, je me proposais d'essayer de vous faire vivre de manière micro
ce que M. Morero a partagé avec vous de façon macro sur les évolutions du continent et de vous faire une espèce de traversée du chemin de la crise avec l'entrepreneuriat africain, comme nous l'avons vécu. Alors, il se trouve qu'effectivement, donc moi, j'anime une équipe d'investissement qui est exclusivement consacrée à l'apport de fonds propres et de soutien stratégique aux startups et aux PME africaines. Nous sommes aujourd'hui investis dans à peu près 250 sociétés, exclusivement dirigées par des hommes et des femmes africaines. Environ un tiers d'entre elles sont des entrepreneurs. Et nous gérons à peu près 400 millions d'euros aujourd'hui avec une équipe de 150 personnes dans une dizaine de pays africains qui sont à 90% des Africains. Nous sommes une petite quinzaine à Paris. Le reste sont des équipes elles-mêmes d'investissement africaines. Alors, et tout ce que je vais vous évoquer maintenant est lié à, je dirais, cette vie concrète des affaires que nous avons au quotidien avec ces partenaires. Alors, je vais commencer par essayer de vous faire une rapide description de la façon dont la crise a été vécue, puis je vais essayer d'évoquer également le plus rapidement possible quelques-uns des grands facteurs qui transforment les stratégies des entreprises, de ces PME et de ces startups sur le terrain, et qui donnent une idée de la façon dont le secteur productif va évoluer. Et puis, si on a le temps, peut-être je reviendrai sur quelques facteurs ou défis d'environnement qui pourraient aussi aider ces entreprises à avancer plus rapidement. Alors, sur la crise, elle a été réelle et profonde. C'est ce que M. Morera vous expliquait tout à l'heure. Par exemple, à l'échelle d'un portefeuille comme le nôtre, nos entreprises croissaient avant la crise d'environ 30% par an, leur croissance de leur chiffre d'affaires et d'ailleurs de leur valeur ajoutée, donc dans des proportions de l'ordre de 5 à 6 fois plus élevées que les PIB. Et dans le cœur de crise, nous sommes tombés à des taux de croissance de 10% du taux du portefeuille, donc nous avons une division par 3 de la croissance. Et nous observons aujourd'hui, dans cette année 2021, une remontée de la rapidité de la croissance, mais ce qui veut dire que le choc a été très important. Et dans ce chiffre moyen, il y a un petit nombre d'entreprises qui ont vu leur activité s'accroître, mais pour l'immense majorité, ça a été une décroissance significative, et pour certaines d'entre elles, ça a même été la panne fatale. Donc un tissu qui a été affecté, qui rebondit, qui est en train de redémarrer, mais qui redémarre avec des handicaps financiers, des fonds propres plus faibles, des structures financières plus fragiles. La crise a été vécue d'une façon qui est très intéressante sur le plan des enchaînements économiques. Par exemple, en début de crise, au début de l'année 2020, on a vu s'arrêter les approvisionnements, en particulier les approvisionnements chinois. Nous avons une entreprise qui s'appelle Ultramail, qui est à Madagascar, qui fait du tissage, du filage. Et tout d'un coup, il n'a plus été possible de réparer et d'entretenir les machines-outils. Puis, quelques mois après, 3-4 mois après, ce sont les marchés internationaux qui se sont totalement fermés. Cette même entreprise, par exemple, qui fonctionne exclusivement à l'exportation, a vu la totalité de son chiffre d'affaires stoppé en un mois. Plus une seule commande. Et d'ailleurs, plus une seule possibilité d'expédition, puisque les ports se sont arrêtés, les aéroports se sont arrêtés. Donc, tout simplement, il y avait, non seulement on ne pouvait plus faire fonctionner les machines, mais on ne pouvait plus exporter rien du tout et produire pour quiconque. Parallèlement, pour toute une série d'entreprises, c'est l'approvisionnement en fonds propres et en capitaux qui s'est asséché. Par exemple, nous soutenons un nombre significatif de start-up dans des domaines de la techno. Une de ces entreprises, pour ne citer qu'elle, qui s'appelle Coinafrique, était en phase de démarrage et dans une étape où elle brûle beaucoup de cash, où elle est obligée donc de faire des levées de fonds régulières tous les 9 mois, tous les ans. Le marché du financement des startups techno s'est totalement arrêté pendant un an. Il n'a été impossible de faire une seule levée de fonds dans ce domaine-là. Et une des conséquences, c'est que cette entreprise est à l'article de la mort et il faut trouver des façons complètement neuves pour l'aider à se relancer. Et tout ceci indépendamment de performances opérationnelles qui peuvent être de qualité très impressionnante. Et puis, j'allais dire, un peu plus en avant, au fur et à mesure que l'année 2020 s'écoulait,
nous avons commencé à rencontrer les problèmes sur la demande. Puisque, comme si vous avez suivi les propos de M. Moreiro, vous avez entendu parler des déficits publics, mais aussi des réductions de dépenses publiques dans un contexte où l'Afrique ne bénéficiait pas des capacités de surfinancement ou de refinancement de sa dépense publique, comme les pays occidentaux en ont bénéficié. Et par exemple, toujours pour illustrer cette tendance, nous avons vu progressivement, au fur et à mesure que nous étions dans 2020 et au début de l'année 2021, le secteur de la microfinance tomber en panne, avec une croissance extrêmement importante des impayés. Et ce secteur de la microfinance, il est très significatif du pouvoir d'achat des gens, leur capacité tout simplement à soutenir des niveaux de consommation ou d'ailleurs de l'investissement dans la petite production. Donc on voit bien tout ce cycle depuis les problématiques des importations jusqu'à la problématique de la demande et de la clientèle finale, en passant par les questions de financement. Dans un portefeuille comme le nôtre, à peu près, je dirais qu'à peu près 5% des boîtes n'ont pas survécu à cette période, ce qui n'est finalement pas si mauvais quand on regarde l'ampleur du choc macroéconomique qui a été subi, mais quand même, tout ceci signifie que le continent africain, dans son ensemble, alors nous ne travaillons pas dans tout le continent africain, on est présent dans environ 25 pays sur les 54, mais c'est un échantillon. Bon. Le continent africain s'est retrouvé dans une panne quand même très significative, beaucoup plus marquée dans les pays qui étaient fortement dépendants des matières premières, en particulier des fossiles. Et malgré une récession moins importante dans les pays à économie plus diversifiée, M. Moreira rappelait par exemple tout à l'heure que le Kenya avait réussi à avoir un taux de croissance légèrement positif, mais ça a été par exemple aussi le cas de la Côte d'Ivoire, pour citer un autre exemple. Partout, on a eu des baisses de pouvoir d'achat, qui d'ailleurs n'ont plutôt prolongé une tendance qui était là depuis quelque temps, puisque dans les 5 dernières années, le PIB par habitant du continent africain a stagné. Il a baissé dans un premier temps, et on a reperdu dans les 5 dernières années à peu près un tiers du gain de pouvoir d'achat, du gain de PIB par habitant moyen qui avait été constitué depuis le début du siècle, entre 2000 et 2015. Donc le continent sort du point de vue de son tissu entrepreneurial secoué, affaibli, mais pas à terre. Et ce qui nous me fait penser ça, c'est la considérable dynamique que nous voyons de projets qui nous arrivent, avec des idées neuves d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, et qui témoignent du fait que l'entrepreneuriat africain reste une sortie nécessaire, une voie nécessaire pour un grand nombre de jeunes Africains qui ne peuvent pas trouver leurs emplois dans la fonction publique, mais pas non plus dans le secteur des grandes entreprises, et avec des talents aussi qui se présentent à la porte des marchés financiers et qui veulent progresser. Pour nous, par exemple, cette année 2021 va être la meilleure année d'investissement depuis notre création. Ce qui ne veut pas dire la meilleure en nombre de nouvelles affaires, ce qui ne veut pas dire que quand nous nous retournerons sur cette année 2021, dans 5 ans ou dans 10 ans, nous aurons fait d'excellentes affaires. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, en tant que dynamique commerciale, en tant que projet qui afflue, nous voyons bien que nous sommes sur une reprise. Alors néanmoins, et c'est mon deuxième point, je crois que ça a déjà été évoqué tout à l'heure, on n'assiste pas vraiment à une rupture radicale par rapport à ce qui se passait avant le Covid, mais il y a un approfondissement, une accélération de tendances qui étaient déjà perceptibles, comme si, d'une certaine manière, les 2 années qui s'étaient passées avaient servi à beaucoup de gens à maturer leur réflexion et à se réorienter vers des domaines différents. Alors, c'est cette dynamique de la création d'entreprises, puisqu'à peu près la moitié de ce que nous faisons est dans le domaine de la création d'entreprises. Donc, on voit les projets qui façonneront, d'une certaine manière, l'économie de demain. Donc, cette dynamique de la création d'entreprises, expansion des PME, elle est gouvernée par 2 séries de choses. La première chose qui la gouverne, c'est l'ampleur du marché domestique africain, avec toutes les limites que l'on a entendues sur la construction des marchés régionaux. Mais cette donnée, elle est très ancrée
dans l'état d'esprit des entrepreneurs que nous rencontrons. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de projet purement national, y compris pour des startups, des gens qui commencent avec une boîte qui va avoir, dans un premier temps, quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires. Mais quasiment, la première chose qu'on nous raconte, c'est « Ah, je commence au Sénégal, ou je commence au Ghana, ou je commence à Nairobi, mais dans les 3 ans, je serai dans 5 pays, etc. » Alors les gens, après, s'affrontent à la réalité de la grande difficulté de l'internationalisation ou de la régionalisation. Toutes les barrières qu'on ne cesse d'évoquer à longueur de colloques sont tout à fait exactes. Mais néanmoins, c'est très clair que les gens n'envisagent plus leur projet dans des optiques purement nationales. Et c'est une transformation culturelle très importante, comme si, d'une certaine manière, il y avait un nombre croissant des jeunes et moins jeunes Africains qui avaient intériorisé la puissance de ce marché continental africain et qui est travaillé à la fois par la démographie et les gains de productivité et qui le propulse vers les valeurs absolues que l'on connaît. La deuxième chose qui travaille cet univers des développements et des transformations entrepreneuriales, ce sont des macro-facteurs qui gouvernent l'économie mondiale. Alors, il se trouve que je suis plongé dans un autre pan de ma vie, dans les très grandes entreprises globalisées, on va dire. Et ce sont les mêmes facteurs qui agitent ces très grandes entreprises et ces petites entreprises. Et en fond, il y en a 5 qui me frappent. La digitalisation, la robotisation, qui a des conséquences structurantes sur le secteur manufacturier d'une manière incroyablement puissante. L'électrification, qui a des conséquences massives sur le continent africain. Ce que j'appellerais la démocompensation, et qui est les déséquilibres démographiques entre grandes masses continentales, et y compris à l'intérieur des continents, qui perdent de la population et qui gagnent de la population. Ce qui est un sujet, par exemple, qui est en Afrique, qu'on a tendance, par exemple, à analyser sous l'angle des gains de population africains et de la stagnation, voire de la baisse de la population européenne, mais se passe aussi à l'intérieur du continent africain, puisqu'à l'intérieur du continent africain, il y a des pays qui ont engagé des transitions démographiques extrêmement rapides, comme c'est le cas en Afrique du Nord, où, bon gré, ou malgré gré, avec mauvais gré en Afrique australe, et puis au contraire des pays qui sont sur des pentes où la transition démographique n'a même pas véritablement commencé. Donc ces effets de masse démographique jouent beaucoup dans les stratégies des entreprises. Et puis le dernier point, c'est un affreux néologisme, excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est l'environnementalisation. Le fait que les phénomènes qui sont liés au changement climatique, au cycle des ressources naturelles et à la biodiversité rentrent aujourd'hui très profondément dans les stratégies des entreprises, parce que d'une certaine manière, les problématiques de l'environnement deviennent des marchés pour les entreprises qui se positionnent là-dessus, et d'autre part, les contraintes liées à ces facteurs naturels aussi jouent dans la façon dont les entreprises structurent leurs produits. Alors tout ça, ça crée des grosses tendances qui façonnent des nouveaux marchés et qui façonnent cette économie africaine. Ça serait peut-être trop long de passer à travers toutes les dimensions, mais par exemple, je vais vous en citer juste quelques exemples pour vous montrer, vous illustrer la façon dont nous percevons le passage de ces concepts à des choses éminemment concrètes. Le marché de l'énergie décentralisée, c'est un marché explosif aujourd'hui sur le continent africain. Il y a un nombre phénoménal de startups qui se positionnent pas simplement sur les kits solaires domestiques, mais aussi sur les mini-réseaux et sur toutes les activités technologiques qui sont liées à la fourniture des services d'énergie décentralisés. C'est un domaine qui est complètement à la rencontre des problématiques de la digitalisation et de l'environnementalisation, mais également qui sont complètement liées à la constitution des marchés intérieurs. Un deuxième secteur qui est très spectaculaire, je le choisis volontiers, enfin à dessein complètement dans notre univers, c'est celui de la distribution, le road to market, comme diraient les Provençaux de l'étape. Les transformations du système de commercialisation sont très importantes. Ils passent beaucoup par la digitalisation et, par exemple, nous soutenons des entreprises en Afrique orientale aujourd'hui qui sont en train de créer des systèmes d'accès aux petits producteurs ruraux pour des fournisseurs d'intrants qui reposent sur des articulations entre des plateformes digitales et des plateformes d'entrepôt qui n'auraient été inimaginables il y a simplement 5 ans.
Il y a les chaînes de valeur agricole. On en a parlé ce matin. Pour moi, c'est un des changements, c'est une des transformations aussi spectaculaires de cette économie il y a 5 ans. Depuis 5 ans, et à la faveur du Covid, il y a cette perception croissante dans les milieux entrepreneuriaux que nous fréquentons que la grande exportation agricole vers les marchés occidentaux est quelque chose de difficile, peut-être compromis par l'accumulation d'un côté des normes sanitaires et environnementales, mais de l'autre côté des tendances du consommer local que l'on retrouve de plus en plus dans les marchés. Et du coup, il y a des réorientations sur la restructuration, de la structuration des valeurs agricoles au profit des marchés intérieurs. Actuellement, par exemple, nous faisons un investissement dans une entreprise qui est spectaculaire à mes yeux, qui est située au Burkina Faso, qui s'appelle AgroServe. C'est une entreprise qui transforme la production locale de maïs en farine, grits, etc., au profit des brasseries locales et au profit du marché domestique. C'était pour tout le marché domestique un produit qui n'existait pas il y a 5 ans, au bénéfice des consommateurs. Et c'est des produits qui étaient totalement importés pour le brasseur il y a également 5 ans. C'est une entreprise qui fait à peu près 100% de croissance par an depuis 8 ans. C'est pour illustrer quelles sont les dynamiques de croissance sur lesquelles on peut être. Il y a des domaines qui sont également très interpellants. Il y a 5 ans, je n'aurais pas imaginé qu'une partie significative de nos flux d'investissement serait consacrée au B2B, au service aux entreprises. Alors, le service aux entreprises, ça va depuis les services informatiques, donc les SS2I, etc., jusqu'aux gens qui font du leasing automobile au profit des flottes qui gèrent les flottes de véhicules des entreprises. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce que ça témoigne d'une transformation du secteur entrepreneurial. Ça veut dire que pour les entrepreneurs, il y a suffisamment de clientèle, il y a suffisamment d'entreprises pour que les entreprises puissent être des clientes. Alors qu'il y a 10 ans, c'était difficilement envisageable d'imaginer d'avoir une entreprise qui aurait comme client des entreprises parce qu'il y avait peu d'entreprises. Et quand on imaginait une entreprise nouvelle, c'était au bénéfice de clients particuliers. Mais aujourd'hui, nous connaissons, et ça c'est donc un témoin, un indicateur intéressant d'une forme de densification du secteur de la PME, du secteur des entreprises, sachant que ces entreprises qui sont dans le B2B cherchent bien entendu activement des grands comptes, les entreprises détiennent, si je me permets de parler de ça, mais ils ont ces services de B2B, encore une fois, dans l'automobile, dans l'informatique, dans les services en tout genre, cherchent aussi activement et trouvent une clientèle de PME qui, bien entendu, par la diffusion du secteur, représente quelque chose d'intéressant. Et enfin, dernier exemple, et je m'arrêterai là, deux choses aussi qui me frappent, l'émergence des services essentiels. Là aussi, il y a quelques années, nous n'aurions pas imaginé faire plusieurs investissements la même année dans la distribution d'eau, dans plusieurs pays différents. Pourquoi ? Parce que les États consacrent des budgets plus significatifs au secteur de l'eau potable, qu'ils ont décidé de structurer, sans doute sous l'influence de nos amis de la BAD ou de la Banque mondiale, sous forme de concessions et de PPP, ces services. Et du coup, des partenaires et, par ailleurs, les grandes entreprises internationales, les Veolia, les Suez, etc., sont peu intéressés par ces petits marchés trop segmentés, trop fragmentés. Et du coup, ils s'offrent un espace d'expansion pour des entrepreneurs qui sont issus en général des métiers du génie civil et qui font paupière de travailler dans l'assainissement, l'adduction d'eau, etc. et prennent en charge des concessions de plus en plus importantes d'entre elles. Parfois, par exemple, nous venons de financer une nouvelle concession au Sénégal qui couvre à peu près un quart du Sénégal. C'est une concession qui couvre Thiès et sa région. C'est un entrepreneur sénégalais. Là aussi, c'est des choses significatives. On n'aurait pas imaginé l'entrepreneuriat africain, en l'occurrence sénégalais, dans ces domaines. Je vais
peut-être, je pense qu'il me reste plus de temps, donc je vais juste ajouter un dernier mot en disant que donc ces transformations-là, on parle de transformations structurelles, sectorielles, de thèmes d'intérêt de l'entrepreneuriat, qui sont très, très intéressantes, se retrouvent confrontés toujours à peu près au même problème. C'est-à-dire qu'en sortie de crise même, les questions qui sont traditionnellement liées à l'accès à la finance sont exacerbées. Les fonds propres affaiblis, secteur bancaire qui sort également de crise pas trop mal sur le continent africain. On n'a pas eu de faillite bancaire, etc. Mais quand même avec une contraction du crédit et une concentration des activités de crédit des banques sur les meilleurs risques. Donc, par définition, pas sur le secteur de la PME et encore moins sur le secteur de la start-up. Donc, un contexte dans lequel, d'un côté, les finances privées sont affaiblies, de l'autre côté, les acteurs bancaires sont plus contraints encore qu'ils ne l'étaient avant crise. Donc, tout ceci crée un sujet encore plus important qu'il n'était le cas dans le passé, dans l'accès aux ressources, et en particulier, nous le voyons dans le domaine qui est plus particulièrement le nôtre, qui est celui des fonds propres, où le nombre d'acteurs demeure réduit et où les entrepreneurs connaissent un véritable chemin de croix pour accéder aux moyens de leur expansion. Alors, je ferai une petite nuance, néanmoins. Il y a une chose qui est une bonne nouvelle, puisqu'on est là aussi donc, pour parler des bonnes nouvelles, c'est que les politiques publiques, ces dernières années, ont beaucoup mieux intégré que c'était le cas dans le passé, le rôle de l'entrepreneuriat pour la croissance économique, et les acteurs publics en particulier, à travers les grandes DFI, le groupe de la Banque africaine de développement, le groupe de l'AFD, le groupe de la Banque mondiale, etc., et des agences de développement comme l'Union européenne, ont déployé des instruments plus puissants que c'était le cas, et sont commencés à descendre, à aller chercher une capillarité beaucoup plus fine que c'était le cas dans le passé. Et par exemple, nous voyons des grands bailleurs de fonds mettre en place des programmes de post-incubation, de prêts d'honneur, d'avances remboursables au profit du tissu entrepreneurial diffus. Et donc se positionner sur ce secteur de la mésofinance, qui est particulièrement important pour le tissu économique africain. Le deuxième sujet qui demeure excessivement important, peut-être d'ailleurs encore plus stressant que c'était le cas il y a 3-4 ans, c'est celui de l'accès aux compétences. En fait, nous connaissons une véritable crise de ciseaux sur le continent africain. Je suis sûr que Étienne apprécie d'ailleurs mes propos, compte tenu des soucis qui sont les siens. L'expansion économique africaine rend le besoin en main-d'œuvre qualifiée, très qualifié ou peu qualifié, mais qualifié croissant. Il était déjà très difficile de trouver un bon plombier, un bon technicien, un bon agent comptable avant crise. Dans une période de reprise de la croissance économique comme celle que nous connaissons, les problèmes d'accès à la main-d'œuvre qualifiée en Afrique se posent dans des termes qui sont bien sûr différents de ceux des marchés occidentaux, mais se posent également d'une manière accrue. Et face à ça, nous connaissons une véritable crise de l'offre de compétences. Les États africains mobilisent complètement leur budget dans le domaine de la formation au bénéfice de l'enseignement primaire et du secondaire pour tenter de suivre la vague démographique. Et en quelque sorte, ils épuisent complètement leur financement sur ces deux stades. C'est légitime d'ailleurs, il n'y a rien de critiquable là-dedans. Mais le résultat est que extrêmement peu de ressources sont mobilisées en direction de l'enseignement supérieur et encore moins de ressources envers l'enseignement supérieur professionnel et envers les formations professionnalisantes de niveau technique, qui sont par ailleurs onéreuses en général par tête de personnes formées et posent des problèmes, donc des enjeux considérables. Donc ce goulot d'étranglement, il est croissant, plus exactement, il est de plus en plus fin. Et parallèlement, nous connaissons le fait que les formations d'enseignement supérieur africain soient à la fois certes maigres,
mais majoritairement orienté vers des formations de type généraliste, conduit parallèlement et d'une manière dramatique à des phénomènes de chômeurs diplômés non utilisables pour le marché du travail, qui bien sûr sont à la fois des drames individuels, mais aussi posent des problèmes politiques et de stabilité qu'on peut imaginer. Donc, tous les sujets classiques de l'environnement des entreprises demeurent, le droit, la corruption, etc. Mais je souhaitais peut-être insister sur le caractère encore plus prégnant de ces deux dimensions. Et c'est le stade où je sens que Serge me signale qu'il faut vraiment avoir pitié de l'auditoire, et je rends donc tout de suite mon micro. J'ai la montre, il a le temps. Étienne, donc est-ce que tu partages son sentiment un peu clair-obscur, mais avec beaucoup plus de clarté que d'obscurité, c'est-à-dire des entreprises qui souffrent de la pandémie, qui ont du mal à sortir de la crise, mais des opportunités qui se développent. Et bonne, mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, il peut y avoir des goulets d'étranglement sur les compétences. Oui, merci Serge. Donc tu m'invites à être clair, donc à faire preuve de clarté, ce que je vais essayer. D'abord, je partage le point de vue de Jean-Michel, donc je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit et répéter, et je vais orienter mon propos un tout petit peu différemment, mais d'abord en vous disant que oui, la crise que nous avons vécue, l'Afrique est passée non pas à travers, mais elle a subi moins de conséquences que ce que nous craignions auparavant. Et au fond, il y a eu certes une baisse de croissance négative, mais moins fort qu'on ne pensait. Et la vérité, c'est qu'il faut regarder un peu par secteur. Moi, je peux vous dire, par exemple, moi qui représente les sociétés internationales ou étrangères à l'Afrique qui investissent sur l'Afrique, qu'elles soient européennes ou françaises, l'année 2020 a été une année assez paradoxalement, et c'est la grande surprise, plutôt bonne pour tout le monde. Et il faut regarder ça par secteur. Je dis pour tout le monde, sauf 2 ou 3 secteurs sinistrés. Sinistrés, et tu as cité le cas d'entreprises qui étaient quasiment en mort clinique, mais il y a des secteurs qui sont en mort clinique. Le premier, c'est le transport aérien. Le deuxième, c'est le tourisme. Et le troisième, c'est l'hôtellerie et la restauration. Ces secteurs-là, prenez n'importe quel pays d'Afrique, c'est vraiment à la limite du gouffre. Et s'il n'y a pas des subventions et de l'aide d'État, ces secteurs mourront. Donc en ce moment, ils sont tenus la tête hors de l'eau, mais ça ne repart pas pour l'instant, en tout cas, je peux vous le dire. Insuffisamment pour corriger la passe. Mais le reste, ça tient. Alors, ce que je voudrais vous dire, sans répéter surtout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'il faut être conscient que cette reprise, ce rebond de l'Afrique, qui est donc tout à fait possible, puisqu'on est descendu moins bas que prévu, il passera par les entreprises. Il passera par les entreprises parce que ce sont les entreprises qui sont créatrices de richesses primaires. Ce sont les entreprises qui créent des emplois. Certes, l'État crée aussi des emplois en embauchant des fonctionnaires, mais il les paye avec les impôts. Et les impôts, ils viennent d'où? Ils viennent de la richesse. Et qui crée la richesse? C'est les entreprises. Donc, il faut simplement être persuadé que l'entreprise, ce n'est pas quelque chose de prédateur, c'est quelque chose qui crée de la richesse et qui peut permettre à des pays de se développer et de lutter contre la pauvreté. Donc, si on est d'accord là-dessus, il faut aussi, je pense, être d'accord sur une deuxième chose. Ce n'est pas très important de connaître la nationalité de l'entreprise. En d'autres termes, que ce soit des entreprises africaines ou des entreprises internationales qui investissent ou qui développent un business, c'est bon à prendre. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être que certains ne partageront pas ce point de vue. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop nationaliste. Je représente les entreprises européennes et françaises investies en Afrique. D'abord, tous les postes, ou la quasi-totalité des postes, maintenant sont, d'un mot que je n'aime pas beaucoup, pardon, mais j'en trouve pas d'autres, sont africanisés. C'est-à-dire que les managers, les cadres et les directions de ces groupes internationaux européens et français, je ne sais pas si on peut dire ça de toutes les origines du monde, mais en tout cas européens et français, sont des Africains. Deuxièmement, toutes ces boîtes-là payent leurs impôts, embauchent et réinvestissent sur place. La seule chose qui peut être vécue douloureusement, c'est que les dividendes, quand il y en a, sont rapatriés chez l'actionnaire qui est à l'étranger. Ça, oui, je ne le nie pas. Mais simplement comparer
cet inconvénient, qui peut être un inconvénient pour certains, à tout le reste, qui est le progrès technique, les investissements, l'effet de masse, etc., etc. Et puis, évidemment, ça n'empêche pas du tout les entreprises africaines de se développer. Et nous, en tout cas, entreprises européennes, on le souhaite de toute notre force. D'abord pour des raisons évidentes de développement du continent, mais parce que plus il y en a, plus il y a un écosystème qui fonctionne, et plus le business part, et donc plus il y aura du développement. Alors, si on est d'accord là-dessus, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous êtes d'accord sur ce constat de base, regardons ensemble, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises investissent davantage pour concrétiser ce rebond. Et ce que je voudrais vous dire, c'est des choses concrètes, même si elles sont un tout petit peu macro, mais c'est des choses concrètes qui peuvent être traitées dans les mois qui viennent. Ce n'est pas des grands plans, il faut du développement en 2027. Non, c'est maintenant. D'abord, les fondamentaux, comme tu l'as dit, Jean-Michel, demeurent, donc je ne vais pas insister là-dessus. Pour moi, il y en a 4 de fondamentaux, mais ils étaient là avant, ils sont là après, et vous voyez, donc on nous appelle pour aller travailler. Et donc les fondamentaux, ils sont je n'insiste pas, les fondamentaux, je les rappelle quand même, à mes yeux en tout cas. Le premier, c'est la gouvernance. Si vous n'avez pas une bonne gouvernance, vous ne pouvez pas développer correctement vos affaires. Les deuxièmes, c'est les infrastructures. Ça, c'est pas très glamour, les infrastructures. L'infrastructure, c'est pas très glamour, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent que digital, data, start-up, nouvelle économie, etc. Et moi, je dis d'accord. Sauf que si vous n'avez pas d'eau, si vous avez des coupeurs d'eau dans les villes, 5 heures par jour, ça ne va pas être très commode. Et surtout, si vous continuez à avoir 60% des populations africaines qui n'ont pas d'électricité, ça ne marchera pas. Donc, des infrastructures, il faut des routes, etc., notamment pour l'intégration régionale. Et la troisième chose, Jean-Michel l'a dit, c'est la formation, et notamment la formation professionnelle. Tu as dit, je ne développe pas, mais c'est vraiment, il n'y a pas de classement dans ces 3 raisons que je dis, c'est tout aussi important que les 3. Enfin, si il y en avait vraiment qu'une, je mettrais la gouvernance en tête. Et le dernier point, dans les fondamentaux, que je trouve qui mérite en tout cas d'être débattu ou discuté, et ça peut être fait dès demain, c'est la tentative, essayer de réduire le secteur informel. Dans ma bouche, il n'y a aucune critique du secteur informel. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que le secteur informel, c'est bien ou pas bien. D'abord, je n'ai pas qualité à distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais simplement, le secteur informel, qui est une vraie organisation. Le secteur informel, je trouve, il porte très mal son nom. Rien n'est plus organisé que le secteur informel en Afrique. Sauf qu'il y a 2 trucs qui ne font pas bien, le secteur informel, qu'il ne fait pas bien. C'est qu'il ne paye pas de charges sociales et il ne traite pas bien ses employés qui ne sont pas couverts en termes de santé, de couverture sociale. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne paye pas d'impôts. Et donc, vous avez les États qui ont une assiette fiscale qui représente 30, 40, 50% à peu près de la richesse produite, et c'est tout. Et donc, ça limite la capacité de l'État d'investir dans ses missions régaliennes et dans d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est les fondamentaux. Alors maintenant, parce que c'est assez connu, j'ai dit qu'ils étaient là avant, donc maintenant ils sont encore là maintenant, mais ils n'ont pas disparu. C'est ça que je veux simplement vous dire par la crise. Alors maintenant, je pense qu'il y a quand même 3 choses pour inciter les entreprises à investir rapidement en Afrique pour faire ce rebond et cette sortie de crise que nous souhaitons tous. La première chose, c'est d'améliorer les moyens de financement. Ça peut être fait assez rapidement. C'est très difficile de se financer pour une entreprise, très difficile, qu'elle soit européenne, française et africaine encore plus, je dois le dire. Et je ne vais pas vous faire un cours où vous expliquer toutes les difficultés de financement, je voudrais simplement mettre l'accent, entre autres choses, j'ai choisi de mettre l'accent sur 2 points là-dessus. Le premier point, c'est qu'il y a un trou, je trouve en tout cas, dans les catégories de besoins de financement nécessaires. C'est-à-dire que, en gros, les tickets moyens, vous n'arrivez pas à trouver de l'argent. Vous pouvez trouver de l'argent quand vous avez besoin de pas beaucoup d'argent. 50 000, 100 000 euros. Et nous avons ici un spécialiste qui, justement, est sur ce créneau et qui finance les petits tickets. Et puis, au-dessus de 10, 15, 20 millions d'euros, là, vous trouvez. C'est cher, c'est compliqué, tout ce que vous voulez, mais vous en trouvez. Et moi, je suis frappé par le fait quand même qu'entre, mettons, 1 million d'euros et 10, 12 millions d'euros, c'est très difficile de se financer. Or, beaucoup de projets sont dans ce créneau-là. Et donc, si on veut faire du rebond par les entreprises et qu'elles ne peuvent pas se financer, résolvons déjà ce problème. Premier point sur le financement. Deuxième point sur le financement, ça c'est une idée qui m'est chère, qui n'est pas partagée par tout le monde, c'est que je pense que beaucoup de projets en Afrique
nécessite un fonds d'amorçage, c'est-à-dire un coup de pouce de démarrage. Si un projet n'a pas une aide au démarrage, il ne verra jamais le jour. Il y en a plein comme ça. Prenons un projet d'électrification, pour illustrer mon propos. Électrifier un village, personne ne va critiquer ça. C'est bien pour le village, c'est bien socialement, ça permettra à d'autres entreprises de se développer, etc., etc. Ça ne coûte pas très cher, mais si on se dit, un opérateur va venir, il va électrifier le village, et puis après, il va amortir son investissement, et puis la maintenance, en vendant de l'électricité sur 30 ou 40 ans. On peut très bien prévoir un amortissement long. Il va rembourser sa dette, il va mettre de l'equity, etc. Mais on sait en gros que le pouvoir d'achat ou le prix de vente de l'électricité n'est pas suffisamment élevé pour amortir ça. Donc ça coûte 100, et vous pouvez dire, ben voilà, je peux amortir 70 sur 30 ans. Mais pas la différence. Donc si on ne me donne pas le petit coup de pouce, si on ne me donne pas les 30 pour démarrer, je ne fais pas l'affaire. Et donc je n'électrifie pas le village. Donc ça, c'est le fonds d'amorçage, et ça, c'est de la subvention. Alors voilà, ça y est, je commence, j'ai dit à certains que j'allais peut-être être un peu iconoclaste, là je commence à dire des gros mots, vous voyez, la subvention pour le secteur privé. Bon. Je trouve que ce n'est pas du tout un gros mot, c'est la subvention pour le projet. Et donc, les fonds d'amorçage, c'est vraiment un truc à traiter, parce qu'il y en a, il y a beaucoup d'argent qui sont déversés pour financer des projets en Afrique. Et je trouve que si on regardait un certain nombre de projets privés pour les aider à démarrer, quitte à faire des retours à meilleure fortune. Si l'affaire marche bien, on rembourse. Ce n'est pas pour augmenter le profit. Je ne suis pas idiot. Le secteur privé n'a pas demandé les fonds publics pour augmenter ses bénéfices. Le secteur privé, il demande de l'argent pour démarrer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire, à mon avis. La deuxième chose, c'est de travailler, et ça c'est étatique quand même, de travailler sur l'amélioration de la compétitivité. Si on veut que les affaires marchent, qu'un business se développe et qu'une entreprise investisse, il faut qu'elle puisse vivre normalement. Et pour vivre, il faut juste être compétitif. Il ne faut jamais oublier ça. On ne prononce pas assez ce mot-là, je trouve, compétitivité. Si, quel que soit l'entrepreneur, et là encore, ça n'est pas un gros mot, si vous n'êtes pas productif, si vous ne produisez pas vos biens efficacement, à moindre coût et à la satisfaction du client, ça ne marchera pas. Et donc, il faut rester, là, c'est un peu un fondamental aussi. C'est un des fondamentaux de l'économie. Une entreprise, elle est là pour faire ça. Donc, il faut travailler la compétitivité. Alors, la compétitivité, c'est plein de trucs. C'est l'environnement économique, c'est l'accès à l'électricité pas trop cher, par exemple, c'est la formation professionnelle, c'est tous les fondamentaux que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est la compétitivité. Et puis, le troisième axe, moi, je pense qu'il faut travailler, et tout ça peut être fait assez vite. Hein. Ce n'est pas des grandes révolutions de plans à 50 ans, etc. Le troisième axe, je trouve, c'est, et ça c'est très important, parce que c'est très psychologique, donner envie aux entrepreneurs d'investir en Afrique, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers. L'envie d'investir, c'est quand même ça que ça marche une entreprise. J'ai un projet, est-ce que je prends le risque de mettre mes fonds propres, de m'endetter dans un projet? Est-ce que je le fais? Mais vous-même, vous pouvez vous poser votre question. Est-ce que j'ai 500 000 euros d'économie ou j'arrive à les emprunter? Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais au Ghana lancer mon projet? Ou au fond, est-ce que j'achète des actions ou je le place ailleurs dans un fonds, je ne sais pas quoi, en Europe? Choix? Moi, je vais vous dire qu'il faut y donner envie. Et nous sommes confrontés au fait qu'il faut pousser l'envie des entrepreneurs. Alors, comment faire et qu'est-ce qui peut freiner l'envie des entrepreneurs? Je pense que la première chose qui peut freiner l'envie, c'est la perception du risque. Or, en Afrique, il y a une perception du risque qui est très lourde, qui est mauvaise. J'ai bien dit perception. Parce que moi, ma thèse, c'est que l'Afrique, elle n'est pas plus risquée que d'autres zones du monde. Ce n'est pas plus risqué, en réalité, d'investir en Afrique qu'en Asie ou dans certains pays d'Europe, voire même en France. Pas plus. Il n'y a pas plus de sinistres, il n'y a pas plus de problèmes, il n'y a pas plus de risques. Simplement, il y a une perception. Et faites l'expérience autour de vous. Parlez autour de vous. Dites, tiens, tu as des économies, est-ce que tu les investirais dans une affaire, dans un pays d'Afrique subsaharienne, par exemple? Tu mettrais toutes tes économies dedans? Ah non. Moi, j'ai vu un copain, il m'a dit, il est investi là-bas, il n'est pas payé par l'État depuis 10 ans. Ah non. Moi, j'ai vu un autre copain, il est traîné sur les réseaux sociaux, il est injurié. Ah non. Moi, j'ai un autre copain, il y a ces cadres qui se sont fait enlever, etc. Non, c'est trop risqué, j'y vais pas.
Et puis c'est loin, puis il n'y a pas d'électricité, je n'y vais pas. Donc, ça, il faut, et ça, c'est nous tous qui devons le faire. À mon avis, c'est un travail collectif, ça. Il faut dérisquer l'Afrique pour donner envie aux entrepreneurs d'y aller. La deuxième chose qu'il faut faire, me semble-t-il, pour donner envie aux entrepreneurs, c'est qu'il faut, ça a été évoqué tout à l'heure, avant, rapidement, dans une autre table ronde, c'est qu'il faut, me semble-t-il, que nos règles de conformité, que j'approuve à 100%, ne deviennent pas des boulets qui empêchent nos entreprises de se développer. Alors là aussi, ne vous méprenez pas sur mon propos. Je ne suis pas en train de dire que les contraintes de la conformité, de la RSE, du bon comportement, du suivi de la chaîne de valeur, de la lutte contre la corruption, de l'emploi des enfants, de la mixité, du genre, etc., sont critiquables. Au contraire, je pense que nos entreprises européennes et françaises en particulier y croient à fond. Et en plus, étant français, je pense que plus que les autres, on doit les respecter. En plus. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, quand les contraintes s'accumulent de plus en plus, par exemple, l'Union européenne réfléchit à étendre le devoir de vigilance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le devoir de vigilance, mais une entreprise est responsable de l'application des règles de RSE dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire dans ses sous-traitants. Et donc, un groupe européen peut aller au pénal, chez le procureur, si un sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant, dans un pays en Afrique, a employé des enfants. Bon, ben vous demandez au groupe, investissez en Afrique. Il dit, ben, j'y vais pas. Si c'est ça, j'y vais pas. Bon, donc, je ne dis pas que cette règle est mauvaise. Je dis simplement qu'il n'y a que la moitié du monde qui l'applique. Tous les nouveaux acteurs, asiatiques et autres, n'appliquent pas cette règle parce qu'ils ne sont pas membres de l'OCDE, ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc je dis, et j'ai plus de salive à force de le répéter, fixons des règles qui s'appliquent à tout le monde. Autrement, vous avez deux équipes de foot, l'une avec des boulets aux pieds et l'autre qui n'a pas de boulets. Donc ça ne donne pas envie d'investir. Et puis, troisième chose, il faut améliorer, il faut arrêter d'attaquer les entreprises qui travaillent en Afrique. Et ce n'est pas parce qu'on travaille en Afrique qu'on a une mauvaise image. Nous avons un problème d'image en Afrique. Nous autres, Européens et Français en particulier. Donc il y a l'image politique, mais d'un mot assez célèbre, ça ruisselle sur les entreprises. Donc il y a des entreprises qui ne sont pas touchées, mais il y a des entreprises qui sont traînées dans la boue dans les réseaux sociaux. Et quand je lis, pardon, petite anecdote quand même, quand je lis ce matin qu'une ONG a fait un article, une déclaration qui est reprise dans les grands médias français, disant que les banques françaises étranglent les pays africains avec leurs dettes, parce qu'ils financent la dette, je tombe des nues. C'est un tissu d'âneries et de mensonges. Ben, je peux vous dire que les banques françaises, quand elles lisent ce truc, c'est repris dans tous les médias. Je dis, ben, ça va, quoi, on ferme. Et ce n'est pas pour rien que la BNP est passée de 11 implantations dans 11 pays à 2. Ça n'est pas pour rien. La BNP s'est retirée d'Afrique, comme vous le savez. Il n'y a plus que 2. Ils sont au Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc. Mais c'est tout. Donc, ça, c'est bien un manque d'envie. Pas à cause de l'image. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour conclure, parce que le temps passe, pardonne-moi, je voulais juste terminer sur une toute petite remarque, sur une réflexion qui est très à la mode aussi, qui est il faut relocaliser. Ça, c'est le grand débat. Il faut relocaliser les productions en Afrique, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait une dépendance très forte avec la crise. Et tout le monde s'est dit, mais au fond, il faut peut-être sortir de la dépendance de l'Asie pour relocaliser, et ce serait une bonne opportunité de le faire en Afrique. Moi, je suis tout à fait pour ça. Mais je pense que si on veut relocaliser une production industrielle, peut-être qu'il faut, alors que ce n'est pas tellement mon genre, mais peut-être qu'il faut un peu de protection quand même, parce que ça, c'est un grand débat. Mais si vous créez une industrie en Afrique, et que pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure sur le manque de compétitivité, le coût de production est 50% plus cher, cette entreprise, elle sera toujours battue par l'importation. Sauf s'il y a un peu de droit de douane pour la protéger, le temps qu'elle démarre, peut-être. Ça, c'est un sujet. Et donc, ça met sur la table le sujet de la compétitivité. Tant que pour produire des masques, des roues ou du chocolat soluble, ça coûtera plus cher de le faire en Afrique que de l'importer d'Asie ou de Hollande, il n'y aura pas de relocalisation en Afrique. Et donc, tout ce que j'ai à peu près donné comme piste, eh ben, il faut s'atteler à ça. En tout cas, sachez que les entreprises, elles y sont, parce que je terminerai par aussi une autre, et ça sera vraiment la dernière phrase, une autre phrase, c'est que le profit et le bénéfice ne sont pas antinomiques au développement et à la lutte contre la pauvreté et à la création de richesses,
mais s'en sont au contraire le moteur. Donc il faut pas, n'opposons pas le bénéfice et le secteur privé au développement. Merci beaucoup pour cette démonstration brillante. Nicolas, tu connais très bien l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute l'Afrique. Avec ton grand livre de l'Afrique, tu couvres un certain nombre de sujets. Tu aurais d'ailleurs pu être dans toutes les tables rondes parce que tu es ingénieur agronome de formation, mais tu as également fait l'École nationale d'administration et tu as été au Club de Paris. Donc, toutes ces qualifications te permettraient d'être dans les différentes tables rondes. Mais sur le secteur privé, sur la perception du secteur privé et peut-être sur la manière dont les États, les pouvoirs publics perçoivent le privé étranger, la qualité des écosystèmes qui doivent accompagner l'entreprise privée. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience ? Merci Serge. Alors d'abord, je partage totalement les analyses qui ont été faites par Jean-Michel Severino et Étienne Giros. Donc c'est difficile de rajouter quelque chose parce que tout était extrêmement juste. Je voudrais néanmoins un peu rebondir là-dessus. Il a été dit très très justement que les entreprises sont vraiment à la source du développement puisqu'elles sont à la source de la création de richesses. C'est une vérité qui est un peu oubliée et qui est fondamentale. Mais il faut aussi constater que l'Afrique, ça a été dit aussi, est un formidable marché potentiel à cause de ses ressources naturelles, à cause de ses terres cultivables qui ne sont pas suffisamment cultivées, à cause aussi de sa population immense et à cause du fait qu'il y a un besoin de consommation, de développement, d'équipement. C'est vraiment la dernière frontière du développement économique. Je veux dire, les pays industrialisés sont saturés de toutes sortes de choses, alors qu'en Afrique, il y a des besoins considérables. Donc normalement, c'est là que devrait être l'économie du siècle à venir. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. On observe que si vous regardez les statistiques des investissements directs étrangers dans le monde, il n'y en a que 3% seulement qui vont vers l'Afrique, 30% vers l'Asie, 20% vers l'Amérique latine. Et ces statistiques n'ont pas changé ces dernières années, elles sont à peu près constantes. Et le reste, puisque ça ne fait pas 100%, va vers les pays européens, les pays industrialisés. Alors pourquoi l'Afrique, malgré tout son potentiel, attire si peu les investisseurs? Ça rejoint aussi la question de l'envie d'investir, ou bien les obstacles aussi que mentionnait Jean-Michel Severino. Alors, sur ce sujet, il faut aussi peut-être, pour comparer les choses, regardez pourquoi 30% des investissements vont en Asie et pas en Afrique. Quelle est la différence de développement entre l'Afrique et l'Asie? Vous voyez bien que l'Asie du Sud-Est, s'est formidablement développée, alors qu'il y a 30 ou 50 ans, elle était à un niveau de développement assez comparable à l'Afrique subsaharienne. On dit souvent que la Corée du Sud était plus pauvre ou aussi pauvre que la Guinée, et qu'aujourd'hui, les deux pays sont dans des situations radicalement différentes. Eh bien, essentiellement parce qu'en Asie, la colonisation, déjà, a largement respecté les structures étatiques. Et avant même la colonisation, l'Asie a très peu souffert de l'esclavage. Alors ça, c'est important parce que ça signifie que les structures étatiques en Afrique ont été traumatisées, ont été quasiment détruites, et qu'elles ont redémarré presque ex nihilo en 1960. Et on ne peut pas tellement avoir des États fonctionnels sur une période aussi courte, n'est-ce pas? Ça fait 60 ans que la plupart des États africains n'ont pas plus de 60 ans. Il y a très peu d'États plus anciens. Il y a le Libéria ou il y a l'Éthiopie. Mais en gros, la plupart des pays ont une soixantaine d'années et ils ne peuvent pas, en 60 ans, perfectionner des États, faire des États de droit, faire des États fonctionnels.
Et ça, alors, Étienne Giraud appelle ça la mauvaise gouvernance. Mais je pense que ce terme est beaucoup trop réducteur. La mauvaise gouvernance, ça vise un gouvernement, ça vise des individus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les institutions, c'est l'histoire, c'est la fabrication des États. Donc c'est beaucoup plus profond que ce qu'on appelle la gouvernance. Et il faut vraiment se pencher sur l'histoire de chaque État, avant les indépendances et après les indépendances, pour voir quel est l'obstacle finalement principal des questions de développement. Il y a un économiste américain qui s'appelle Douglas North, qui a eu le prix Nobel de l'économie pour avoir expliqué que les obstacles au développement, ce n'était pas spécialement le manque de capital, le manque de travail, le manque d'innovation, le manque d'économie d'échelle, même le manque de formation, que l'obstacle principal au développement économique, c'était les institutions politiques. Il a expliqué que certains pays avaient des institutions politiques qui inspiraient la confiance. Alors la confiance vis-à-vis des investisseurs étrangers, mais aussi la confiance interne. Et qu'il y a en revanche des États qui ont des institutions politiques et sociales qui n'inspirent pas la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un clan, un groupe de personnes qui, pour des raisons historiques, monopolisent le pouvoir et c'est une société qui n'est pas inclusive et donc la population n'a pas envie de travailler ou d'investir dans un État dans lequel ils se sentent quelque peu étrangers et dans lequel ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas appuyés, que ce soit politiquement, ils n'ont pas accès au pouvoir politique, ils n'ont pas accès au pouvoir économique, ils n'ont pas accès aux services publics, ils sont délaissés, ils sont quelque peu abandonnés. Ce sont des États dont les institutions peuvent être qualifiées d'extractives par opposition aux États qui ont des institutions inclusives. Et Douglas North explique qu'il y a deux catégories d'États sur la planète. Ceux qui ont des institutions qui fonctionnent bien, et comme par hasard, ce sont les États qui se sont développés économiquement, et ceux qui ont des institutions qui sont défectueuses, qui sont à la fois exclusives, renfermées sur un petit groupe de personnes, et qui aussi ne contrôlent pas l'ensemble du territoire d'un pays. Ces institutions-là ont empêché le développement. Donc c'est plus que la mauvaise gouvernance, c'est quelque chose de structurel et pas du tout de conjoncturel. Alors pour cette raison, c'est également beaucoup plus difficile à modifier que simplement des améliorations de gouvernance. Alors je l'ai dit, en Asie, ils ont moins de problèmes à cause du fait que l'histoire, l'absence d'esclavage et de colonisation a mieux respecté les institutions qui fonctionnent mieux. Il y a un autre élément très différent entre les pays asiatiques et les pays africains, c'est que dans les pays asiatiques, je parlais de la Corée du Sud, mais c'est vrai un peu dans tous les pays d'Asie qui se sont développés, il y a un accent très important qui a été mis sur l'éducation. Alors en Chine, avec l'enfant unique, évidemment, quand on a un seul enfant, il faut absolument qu'il aille à l'école, qu'il réussisse. Il y a une pression sur les résultats scolaires qui est considérable. Mais en Corée du Sud, il y a aussi une tradition très forte de valorisation des études, notamment les enseignants, les instituteurs, sont un peu au sommet de la pyramide hiérarchique d'un point de vue social. Ils sont très bien payés, ils sont très bien considérés. Et on observe en Afrique, alors ça a été dit par Jean-Michel Severino qu'il y a un délaissement du secteur de la formation professionnelle, mais c'est pire que ça, pas dans tous les pays africains, il faut nuancer d'un pays à l'autre, mais il y a une partie des pays africains où le secteur primaire même et le secteur secondaire, je pense en particulier à la région du Sahel, sont totalement délaissés. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays sahéliens, vous avez pratiquement plus de la moitié des enfants qui ne vont pas au bout de l'école primaire, et donc on continue de fabriquer des analphabètes. Et évidemment, c'est un obstacle majeur. Donc le problème est plus large quand même que la question de la formation professionnelle. Mais à l'inverse, il y a d'autres pays africains, je pense à l'Éthiopie ou au Kenya et à certains pays d'Afrique de l'Est, qui ont été plus directifs dans l'éducation nationale et qui ont empêché les secteurs d'éducation supérieure dans des domaines non productifs. Je pense aux études de droit. Enfin, il faut des juristes, il faut des sociologues, il faut des anthropologues, mais il ne faut pas que la majorité des étudiants se dirigent dans ces secteurs au détriment des études scientifiques en particulier. Et donc, dans un certain nombre de pays africains, il y a des quotas
Ça n'existe pas malheureusement en Afrique francophone. Il y a des quotas pour favoriser les études scientifiques. Et ça, c'est une chose qui fonctionne. Le Kenya est un pays qui est assez à la pointe en matière éducative, ainsi qu'en Afrique australe. Malheureusement, en Afrique francophone, il y a un certain retard dans ce domaine. C'est une différence importante avec l'Asie. Une autre différence importante avec l'Asie, c'est la question du dividende démographique ou de la transition démographique. Les pays d'Asie, sans aller jusqu'à l'extrême de la Chine avec l'enfant unique, sont passés d'une période où il y avait 5 à 6 enfants par femme en moyenne à la situation actuelle où il y a en gros 2,5 enfants, enfin c'est une moyenne, par femme dans les pays d'Asie du Sud qui se sont développés, ce qui n'est pas le cas sur le continent africain où la moyenne est de 4,5 ou à 5. En Afrique subsaharienne, c'est plutôt 5, et dans l'ensemble, c'est 4,5. Il y a des différences aussi géographiques, ça a été rappelé. L'Afrique australe, naturellement l'Afrique du Nord, une partie de l'Afrique de l'Est ont une transition démographique et donc profitent de ce dividende démographique. Le dividende démographique, c'est le fait que la structure de la population est telle que la majorité de la population est en âge de travailler, alors que quand il n'y a pas de transition démographique, la structure de la population est telle que la majorité de la population est constituée d'enfants qui ne sont pas en âge de travailler et qu'en revanche, il faut entretenir, ce qui a aussi un impact sur l'épargne. Tout l'argent des ménages est consacré à nourrir les enfants, à les éduquer si possible. Et de ce fait, il y a très peu de ressources dont disposent les banques. Or, l'épargne est égale à l'investissement dans un pays, enfin, à part les flux externes. Et donc, les banques ont très peu d'épargne permettant de financer localement les entreprises, simplement parce que les familles sont nombreuses et ne peuvent pas épargner. Donc c'est une différence importante avec l'Asie. Une autre différence, c'est la stratégie des États. Ça relève plus de la gouvernance, mais de la gouvernance économique. Les pays asiatiques, pour la plupart d'entre eux, ont eu des stratégies de développement économique, d'ailleurs très extraverties, mais d'insertion dans la globalisation et dans la mondialisation qui ont été très efficaces. Alors, il y a d'autres difficultés particulières en Afrique. On a parlé de cette question d'envie d'investir. Je pense que l'histoire de l'Afrique, avec la colonisation, dont l'idée était quand même l'exploitation et donc, dans une certaine mesure, le pillage des ressources, ça a laissé des traces psychologiques également. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, de voir d'un bon œil, en fait, l'arrivée d'entrepreneurs venant des anciens colonisateurs et des pays développés, parce qu'ils ont gardé l'image du pillage. Alors, comme ça a été dit très justement par Étienne, il faut arriver à dépasser cette image qui est complètement inexacte pour la situation actuelle, mais il n'empêche que dans un certain nombre de pays africains, les dirigeants, consciemment ou même inconsciemment, ont l'idée que les entreprises occidentales qui viennent, finalement, elles vont tirer plus de bénéfices pour elles-mêmes que pour le pays. Alors c'est une idée fausse, puisqu'on l'a dit dès le début, les entreprises sont à la source de la création de richesses, mais ce n'est pas entièrement assimilé psychologiquement, et ça explique souvent le climat des affaires qui est défavorable, puisque vous savez que chaque année, la Banque mondiale fait un classement qui s'appelle Doing Business. Tous les pays sont classés, notés, et beaucoup de pays africains ont des mauvaises notes en Doing Business, en climat des affaires, et c'est quand même dû au gouvernement. C'est-à-dire, il y a le problème des institutions qui n'inspirent pas confiance, il y a l'insécurité juridique, l'insécurité tout court quelquefois, mais il y a aussi quand même l'absence de volonté d'attirer les investissements étrangers de la part de beaucoup de pays africains qui ne sont pas tellement tournés vers cette politique. Alors ça évolue, ça change, il y a beaucoup de pays africains qui maintenant souhaitent attirer évidemment les investissements étrangers. C'est toujours en Afrique de l'Est, dans une partie de l'Afrique de l'Ouest, en Éthiopie. Ils ont misé un maximum sur les investissements étrangers. Et d'ailleurs, ces investissements sont beaucoup chinois, notamment en Éthiopie, en Afrique du Sud et au Kenya. Mais c'est un problème culturel qu'il faut arriver à dépasser. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur cette question.
parce que j'ai surtout souligné les aspects un peu obstacles, un peu négatifs. Donc, je suis évidemment très sensible à tout ce qu'a dit Jean-Michel sur cette révolution entrepreneuriale, cette émergence de nombreuses PME, start-up, cette dynamique du secteur privé, qui est quand même un facteur assez nouveau. Je crois que Jean-Michel l'a souligné dans ses livres. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'est une touche d'espoir. Mais je le redis en conclusion, les résultats restent quand même très insuffisants puisqu'on a du mal à dépasser cette barre des 3% d'investissement direct étranger en Afrique. Donc il y a encore un travail que fait le CIAN avec Étienne Giros de promotion, que fait Jean-Michel Severino avec son fonds. Donc ce sont des pionniers que je voudrais saluer, vraiment que je félicite. Mais c'est un travail très important qui reste à faire pour continuer d'attirer les investissements étrangers en Afrique. Merci. Merci Nicolas de cette présentation à la fois politique, sociologique et cette comparaison avec l'Asie que l'on ne peut pas manquer de faire. Je voudrais rajouter juste un petit élément en complément, ça a été un peu dit, mais le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la fiscalité, elle est souvent entre 10 et 15% dans beaucoup de pays africains. Les institutions internationales recommandent 25%. Vous savez qu'en France, on est à plus de 50%. Mais 25%, ça serait extraordinaire. Chaque point gagné représente environ 40 milliards de dollars pour le continent africain, c'est-à-dire le montant total de l'aide publique au développement reçue. Donc, à la limite, on peut se passer d'aide publique au développement totalement en augmentant légèrement la fiscalité, c'est-à-dire en réduisant le secteur informel et en augmentant un petit peu les taux de prélèvement. Voilà. Donc ça, c'est un point très important parce que ça permet aux États de fonctionner, ça permet aux armées de fonctionner, à la police de fonctionner, à la justice de fonctionner. Ça évite que des pays basculent dans le djihadisme, des crises sécuritaires, un fait que je n'ai pas mentionné. Mais la crise sécuritaire du Sahel, elle est due au départ au secteur informel, à la fiscalité insuffisante, qui n'a pas permis d'avoir une armée suffisante. Au Mali, il y a 15 000 hommes dans l'armée, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de police qui fonctionne. C'est le pays du monde où il y a le moins de policiers par habitant et la justice est totalement inefficace. Donc ça explique la situation d'insécurité. Merci de ce complément. Président Anne, vous êtes vous-même un entrepreneur dans pas mal de secteurs, le transport, les hydrocarbures, la banque, l'assurance, l'import-export. Donc, vous couvrez un certain nombre de secteurs qui permettent de juger de l'impact de la Covid sur tel ou tel secteur, sur les problèmes tendanciels que peuvent rencontrer les entreprises de ces secteurs. Vous êtes à la tête du patronat guinéen, donc à ce titre, vous le rappeliez ce matin, vous fédérez 58 associations d'entreprises, donc vous avez un regard large, et puis comme je dirais corps intermédiaire entre les entreprises et l'État, vous avez également le regard, le jugement sur ce que peut faire l'État. Bon, vous avez entendu trois exposés qui présentent de très larges convergences avec quelques nuances. Comment réagissez-vous, compte tenu de votre expérience d'entrepreneur et d'interlocuteur des pouvoirs publics guinéens à cette analyse? D'abord, je vais commencer par vous remercier. Je pense que j'ai eu le temps d'écouter tous ceux qui sont ici présents, les panélistes ici présents. J'ai eu l'occasion de participer ce matin également à des entrevues relatives un peu au thème qui a été évoqué ce matin. Je voudrais faire un résumé parce que le fait d'avoir écouté tout le monde, je me suis fait une idée assez claire. Et je vais déjà devoir commencer par me présenter parce que moi, je n'ai pas eu donc l'opportunité de faire des études supérieures pour que je puisse avoir une vision assez large et des études qui m'ont permis d'avoir des statistiques. Non, je suis un homme de terrain et j'ai grandi en grande partie en Guinée. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans, donc c'est l'expérience de la rue, l'expérience du terrain
qui m'a forgé, qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Donc, à travers cette expertise et cette expérience qui est accumulée, ça m'a permis d'avoir une vision sur le monde des affaires et c'est ce qui m'a permis d'avoir ces graduations. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. J'ai fait, comme on a dit, ce petit parcours qui m'a conduit d'abord dans un secteur informel. On a créé des entreprises familiales. On est arrivé aujourd'hui à bâtir des structures pérennes en Guinée pour nos amis qui connaissent parfaitement la Guinée. Nous avons créé la Société Générale de Banque en Guinée, où la famille, dans cette vision, dispose d'un patrimoine qui est à hauteur je crois, de moins de 40%. Nous avons émergé également dans le secteur pétrolier, où nous avons des structures assez importantes au niveau de la SGP et au niveau de la COPEC et de la GAIP-OL. Nous avons également des investissements assez importants dans le secteur de l'industrie cimentier avec le groupe Holcim Lafarge, qui aujourd'hui travaille, qui est l'un des groupes les plus importants en matière d'industrie cimentière. Donc nous avons pas mal d'entreprises dans lesquelles nous avons travaillé, ce qui m'a conduit à présider l'association des assureurs pendant un certain moment. J'en dispose, moi, personnellement, d'une compagnie d'assurance. Et après, je me suis retrouvé au Conseil économique et social. Je suis distingué conseiller du Conseil économique et social. Et à la tête, finalement, je me suis retrouvé à la tête du Conseil national du patronat guinéen. D'où nous avons un lot important, enfin, des fédérations patronales membres du Conseil économique et social. Ce sont des fédérations qui réunissent en leur sein des associations socio-professionnelles qui exercent sur le terrain. Alors, lorsque je vois les problèmes qui sont posés là aujourd'hui, je me dis que la vision que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de revenir sur la phase primaire pour la création d'entreprises. Nous sommes dans une vision beaucoup plus importante et nous convergeons vers, si vous voulez, un développement d'activités. Et lorsque je vois également toutes les analyses qui ont été faites là, je me dis qu'il y a des problèmes primaires, des analyses qui occultent un peu la problématique qu'il y a dans le secteur privé. Le problème fondamental en Afrique, je dirais que c'est d'abord cette histoire de bancarisation. Et deuxièmement, vous avez un problème extrêmement important, c'est quels sont les types de financement que les banques octroient aux entreprises locales. Lorsque vous avez des PME en Afrique, vous avez des entreprises africaines qui fonctionnent avec une restriction en matière de financement. Il est vrai qu'il y a une réduction de marge. Il y a également une limitation assez importante en matière de finances. Ce qui conduit aux entreprises africaines de ne pas avoir, si vous voulez, une possibilité de développement assez élevée. Bon, vous avez des financements des financements pour des projets qui sont de l'ordre étalés sur un an, pas plus, alors que tout le monde sait aujourd'hui que lorsqu'on voit des financements à long terme, c'est des financements sur 5 ans, sur 10 ans. Ce n'est pas des financements qui aujourd'hui permettent aux entreprises, avec un an, de pouvoir générer des profits et développer des activités. Ça, c'est un facteur qui est vraiment très négatif en Afrique. Et je vous dirais d'ailleurs que l'exemple pour lequel d'ailleurs nous on s'est battu souvent en Guinée, c'est que vous trouvez des bailleurs de fonds ou des sources de financement assez importantes pour l'Afrique, ou pour la Guinée particulièrement. Lorsque vous venez, vous avez ce package de financement. Malheureusement, vous n'aurez pas accès à ce financement. Vous n'aurez pas accès parce qu'il y a un circuit assez important. Il faut d'abord les localiser au niveau de la Banque centrale avec des taux d'intérêt qui sont des passages qui ne vous permettent pas d'avoir un financement avec un taux acceptable, adapté. Ce qui vous conduit à, le plus souvent, vous verrez d'ailleurs les grandes entreprises guinéennes fonctionnent sous fonds propres. Moi, je vous dirais que dans notre société, dans notre groupe familial, on a fonctionné durant une décennie. Depuis mon père, fait à son âme, depuis une décennie, on a fonctionné sous fonds propres. Pourquoi sous fonds propres? Parce que l'accès à ces financements n'est pas très rentable. Et il y va de soi que ce que nous avons supporté, c'est exactement la même chose que toutes les autres entreprises supportent. Alors, si des crédits appropriés, des crédits adaptés étaient mis en place,
ça aurait provoqué une émergence au niveau du secteur privé guinéen. Le second élément qui est extrêmement important, qu'il faudrait que tout le monde note aujourd'hui, c'est que la vision de l'Afrique, la vision de la Guinée, la vision de la jeunesse africaine, ce n'est pas de créer une petite PME, c'est d'aller dans le cadre de l'industrialisation des entreprises. Nous sommes dans un continent extrêmement riche, nous avons des multinationales qui arrivent en Afrique, et c'est toujours le même statu quo que ce qui a existé depuis une décennie. Alors nous, aujourd'hui, c'est des partenariats gagnant-gagnant qui intéressent tous les Africains. Qu'on le matérialise maintenant ou pas, c'est cette logique qui va continuer. Je l'ai dit à l'occasion d'un passage d'un forum passé, je disais que l'Afrique a vécu avec une colonisation ardue, et cette période s'est étalée pendant une décennie, ce qui a conduit la vision des multinationales ou des grandes puissances à évoluer avec vivre dans un contexte où on dit, bon voilà, c'est le prix coûtant, c'est le prix d'achat, et voilà comment on fonctionne. Et ça ne marche plus. Vous avez une jeunesse africaine qui a de l'expertise aujourd'hui, qui a quitté l'Europe, qui est venue en Afrique, qui aujourd'hui, à travers cette expertise, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent le marché mondial, ils connaissent le marché africain, ils connaissent c'est quoi l'avantage d'une matière première locale et de la transformation de la matière première pour pouvoir atteindre le seuil des bourses qui valorisent aujourd'hui des produits finis. Alors cette nouvelle vision de la jeunesse africaine ne les permettra plus d'accompagner un système qui est un système un peu, si vous voulez, du passé. La jeunesse africaine a envie de créer du richissime, avoir des hommes riches, avoir des hommes puissants, avoir des sociétés qui évoluent au même titre que les multinationales. Ça, c'est pas une question de rêve, c'est une réalité aujourd'hui qui se manifeste. Alors je pense que les tendances doivent changer. Comment elles doivent changer? Elles doivent changer de façon à pouvoir orienter toutes les visions vers un accord de partenariat gagnant-gagnant. Et tout à l'heure, j'étais là, j'écoutais un de nos confrères panélistes ici, qui donnait une vision que j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui les données en Afrique. Parce que lorsqu'il dit que lui, bon voilà, que l'Afrique doit vivre dans un contexte toujours limité, il n'y a pas d'électricité, on ne doit pas transformer les matières premières de l'Afrique, mais je dirais peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'informations. Il y a de l'électricité, on a besoin d'électricité pour transformer la bauxite, certes. Mais on est en train de construire des barrages. Nous avons des investissements massifs qui seront là pour pouvoir répondre à ce besoin d'électricité pour transformer la matière première. Tous les autres pays du monde, la Chine aujourd'hui importe, vient acheter, exporte massivement la matière première. Mais si la Chine l'exporte, c'est pour la transformer en Chine. Alors pourquoi ne pas la transformer localement dans le pays? Je pense que la vision est complètement erronée. On ne peut pas continuer à dire que nous allons accepter des exportations massives de matières premières dans d'autres continents et que l'on se dise que non, dans notre continent à nous, qui pourrait avoir la main d'œuvre d'ailleurs beaucoup plus accessible, qu'on ne peut pas transformer la matière première chez nous. Nous avons une vision et les gouvernements nous accompagnent. Aujourd'hui, nous voulons transformer la bauxite. Nous avons dans notre pays la plus grande réserve mondiale de bauxite. Et cette vision nous conduit aujourd'hui à ne plus accepter une exportation massive de matières premières, massive de bauxite. Même si c'est des multinationales qui sont là, la vision future viendrait à dire, écoutez, il faut absolument des partenariats gagnant-gagnant. Et deuxièmement, nous avons la plus grande réserve de fer dans le monde. Sans compter qu'il y a de l'or, il y a toutes les matières premières qui sont recherchées, qui sont rares, qui sont recherchées, qui constituent, si vous voulez, un scandale, comme on l'a toujours dit, un scandale géologique pour la Guinée. Alors la vision de la jeunesse actuelle, des entrepreneurs actuels dans le pays, ce n'est pas de mettre une petite industrie. Je pense qu'on a dépassé ce cap-là. C'est la transformation de façon très rationnelle, la transformation des matières premières. Alors, parlant des difficultés du secteur privé, pour juste faire un passage, je vous dirais que l'accessibilité au crédit constitue un handicap majeur. Parce que pour avoir des financements assez importants, développer des activités, il faut aller en fonction des financements à long terme. Bien sûr qu'il y aura des études de faisabilité, toutes les études appropriées, des garanties également pourront être mises en place. Mais lorsqu'on va dans le sens de dire, bon, c'est des petites entreprises africaines, il faudrait leur donner des accès à des financements de façon limitée. Et les multinationales qui travaillent un peu en Afrique, il faudrait leur donner des financements ou des garanties depuis l'Europe ici,
Et après, on dit non, l'Afrique, voilà, on limite le champ d'action des Africains par rapport à la création d'emplois, à la création d'entreprises, au développement de grandes sociétés. Je pense qu'il faudrait que les données changent. C'est pour cette raison que nous, lorsqu'on a vu nouvelle perspective de l'Afrique, Nouvelle Afrique, on s'est dit, voilà, il y a un lieu, voilà une plateforme où on peut commencer si vous voulez, à exposer des préoccupations et essayer de voir réellement dans le futur comment on peut avoir une assistance, non seulement technique, financière et dans tous ces domaines, pour que la tendance change en Afrique. Nous avons des banques comme la BAD, comme la Banque mondiale, qui est de la Guinée, qui est de l'Afrique. C'est une très bonne chose, on le sait, on le comprend. Mais nous avons besoin de banquiers nationaux. Nous avons besoin de créer des structures financières à travers des nationaux, ce qui permettrait d'avoir un niveau de vision, un niveau d'intervention financière et un niveau de gestion de certaines entreprises locales. Et alors, si on résume un peu, parlant un peu de l'Afrique, des paysans, parlant un peu des communautés rurales et tout ce qui s'ensuit, les difficultés majeures, c'est quoi? C'est le développement des chaînes de valeur. Vous avez un pays qui est actuellement inaccessible en matière d'infrastructures routières. Ça, il ne faut pas l'occulter. Vous avez un pays où il y a des difficultés en matière d'organisation, d'assistance et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer que l'Afrique pourrait être une émergence si ces problèmes ne sont pas résolus. Alors moi, je pense que la tendance aujourd'hui, ce n'est pas de faire des autocritiques en soi, c'est de voir plutôt quelle est la vision qu'il faut pour qu'une Afrique meilleure, nouvelle, puisse grandir à travers les puissances de ce monde. C'est de voir plutôt comment on peut aller en partenariat pour qu'on ne sous-estime plus la participation effective de l'Afrique. Alors, je pense, je ne sais pas si je prends beaucoup plus de temps. Non, simplement, l'heure avance, mais si vous voulez terminer, bien naturellement, vous avez le temps pour terminer. Hein. Donc, je vais conclure pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Je dirais simplement que nous sommes avec vous, nous acceptons d'être là, nous voyons les visions que vous avez, et toute l'Afrique a envie d'aller vers une nouvelle tendance, vers une nouvelle vision. Et cette vision, c'est le partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines. C'est l'industrialisation de l'Afrique, c'est la transformation des matières premières en matières finies, et c'est de permettre aux jeunes Africains, aux jeunes entrepreneurs d'être au même niveau d'évolution dans le monde des affaires. C'est en quelque sorte le résumé que j'aurais simplement à donner. Peut-être que l'occasion me permettra un jour de pouvoir développer des visions beaucoup plus importantes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que vous venez de dire pourrait être le mot de la fin, mais je vais quand même demander à chacun des autres intervenants en 2 ou 3 minutes, s'ils le souhaitent, de compléter leurs propos. Je vois que Étienne a tout dit. Jean-François, lui... donc, Jean-Michel, si tu veux... Non, j'ai trouvé passionnant les réflexions du président du patronat guinéen. Et je me disais en l'écoutant qu'en fait, les États africains ont une tâche compliquée qui, si on met dans la logique de promotion du secteur privé, qui d'un côté implique de laisser faire, parce qu'il faut, dans beaucoup de pays, en pratique, dans la situation où sont les structures administratives, plutôt de la dérégulation, de l'autorisation à travailler, etc. Et dans d'autres domaines, il faut aussi qu'ils soient plus directifs. Et par exemple, j'y pensais quand on évoquait l'électrification. En fait, il y a une des grandes tendances mondiales est de lier ce problématique de l'électrification à l'électricité propre. On a besoin de grandes plateformes dans le monde où produire de manière propre des biens industriels lourds. On va avoir besoin pendant les siècles qui viennent d'aluminium, mais on ne peut pas continuer à produire de l'aluminium avec du charbon.
Donc aujourd'hui, il nous faut des grandes plateformes industrielles où on va faire de l'aluminium propre. Et cet aluminium propre, comme d'ailleurs toute une série de produits très fortement capitalistiques et très fortement consommateurs d'énergie, et on a besoin de les situer donc dans des endroits où il y a de l'énergie propre. Et le continent africain a plusieurs scandales hydroélectriques répartis sur tout son vaste territoire, qui appellent justement à être ces sites de grande concentration. On vient d'évoquer la Guinée, mais par exemple, le Sud Cameroun représente une plateforme incroyablement favorable pour le développement d'industries lourdes sur ces sources d'approvisionnement énergétique. Et là, on a besoin d'États entrepreneurs, planificateurs, qui savent créer des partenariats avec ce qui est pour le coup des grands groupes industriels d'ampleur planétaire, parce que c'est ça dont on parle. C'est une tâche difficile, mais je crois. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme de chauve-souris, qu'on a besoin d'États qui sont un peu chauve-souris dans le domaine du développement économique. Voilà, d'un côté souris, d'un côté oiseau, d'un côté libérateur et de l'autre côté planificateur. C'est une question qui ne concerne pas vraiment le secteur privé et les entreprises, mais Jean-Michel Severino a expliqué dans une autre conférence que maintenant, depuis quelques années seulement, les pays africains, globalement, ont un déficit commercial avec l'Union européenne ainsi qu'avec la Chine. Et que donc, ils ont une balance des paiements courants qui est déficitaire. Et donc, le seul moyen d'équilibrer les choses, c'est de s'endetter pour rétablir cet équilibre. Mais c'est un endettement qui pose problème parce qu'il n'y a pas de capacité à le rembourser. Sauf à inverser justement cette balance commerciale. Donc, il faudrait que les pays africains, pour le long terme, rétablissent, comme c'était le cas il y a quelques années, une balance commerciale positive, c'est-à-dire qu'ils exportent plus qu'ils n'importent. Pour l'instant, ils importent plus qu'ils n'exportent. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème ? Bon, à titre personnel, je ne pense pas. Je ne vois pas à l'horizon des 30 prochaines années la balance des paiements courants africains être positive. Et c'est en particulier lié... Enfin, alors après, ça renvoie à ce que va devenir le modèle économique africain. Mais aujourd'hui, un modèle économique qui est concentré sur la construction du marché intérieur ne peut être que déficitaire du point de vue de la balance des paiements. C'est juste pas possible. Si. Alors, et actuellement, et aujourd'hui, en fait, l'Afrique n'a pas beaucoup de mal. Le déficit des paiements courants, je me couvre par les spécialistes. Je pense qu'il est de l'ordre de 4% du PIB. Il n'a pas beaucoup bougé pendant toute la période de Covid et il ne trouve pas beaucoup de mal à se financer aujourd'hui. Mais forcément, toujours par la dette. Toujours par la dette et des investissements directs étrangers. Mais il y a, a priori, pour l'instant... Donc, le sujet, ce n'est pas la dette. Le sujet, c'est est-ce que en face de cette dette, il y a une trajectoire de croissance qui se fait à des taux plus élevés que le coût de l'endettement. Hein, si on a un coût d'endettement qui est à, je dis n'importe quoi, 5%, pour que la dette soit soutenable, il faut que la croissance économique en face soit à plus de 5%. C'est ce sujet-là c'est ce sujet-là qui compte. C'est pas le fait qu'il y ait de la dette, c'est l'efficacité, d'une certaine manière, de la croissance économique. Enfin, encore une fois, je me tourne vers des plus grands spécialistes que moi dans ce domaine. Mais honnêtement, pour moi, je ne vois aucune manière par laquelle le continent, dans les 20 prochaines années ou 30 prochaines années, encore une fois, on ne sait pas ce que sera le continent dans un siècle, mais dans les 20 prochaines années, je ne vois aucune manière par laquelle il échapperait à cette loi des reins économique. Hein. Merci, Président. Je vais essayer de donner une petite réflexion et vous donner des informations. Vous savez, dans notre pays, après analyse de tous ces problèmes, nous avons créé une zone spéciale à Bouquet. Une zone spéciale, c'est la zone la plus importante en matière de réserves minières. Cette zone spéciale permettra d'accumuler des capitaux énormes. Et le mal qu'il y a aujourd'hui, ce sont les Chinois qui ont une position prédominante. Il y a un investissement de plus de $1 milliard pour un barrage,
c'est le barrage de Soepeti, pour ceux qui le savent. Ils vont le finaliser. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en conclusion, depuis un certain moment, on est en train de mettre en place, d'ailleurs c'est même mis en place, le think tank qui permet de faire une synergie d'action entre l'Afrique, la France et la Chine. Donc, ce qui permettrait d'avoir, si vous voulez, une concentration d'énergie, d'action pour permettre de développer l'Afrique. Donc, c'est le problème de levée de capitaux pourront permettre de faire des financements assez importants. Alors, ce qu'il faut, c'est de ne pas être en marge de cette évolution. Parce que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a la puissance européenne, il y a la puissance des capitaux européens, je ne suis pas parfaitement d'accord. Il y a la puissance aussi de la Chine qui, aujourd'hui, est en train de faire une quête assez importante, qui investit des capitaux massifs, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un déséquilibre de la balance. Donc, faites état. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir de façon rationnelle comment arriver à créer une synergie d'action entre l'Afrique, c'est la décision actuelle, c'est la jeunesse actuelle. Ce n'est pas des gouvernants qui sont là aujourd'hui, qui sont en quelque sorte qu'on accompagne, qui pourront bientôt laisser la place. Si vous avez remarqué, en Afrique toute entière aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique-là, rien ne peut l'arrêter. Alors, il est beaucoup plus sage et beaucoup plus intelligent d'essayer de trouver des formules les plus adaptées possibles dans une belle réflexion pour accompagner cette dynamique. Et en temps de financement, et en temps de valorisation du patrimoine. L'Afrique, c'est le continent le plus riche aujourd'hui. C'est qu'il faut, il ne faut pas le sous-estimer. Veille que veille, les Africains que nous sommes, nous allons vers cette dynamique. Alors moi, je pense qu'il faudrait que la réflexion soit poussée pour que vous trouviez des formules et des sources ou des réflexions, des pistes de solutions qui permettent de créer cette synergie. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants et aux participants pour ces échanges. On voit bien qu'il faut les approfondir et nous aurons d'autres occasions, d'autres forums.